Merci à la Université libre et populaire du Haut-Lignon et au Cinémascope pour accueillir cette conférence. Donc je suis Théophile Leroy, je suis doctorant en histoire contemporaine et je finis ma thèse bientôt normalement sur les trajectoires de persécution de familles itinérantes originaires d'Alsace. Et dans ce cadre, c'est dans ce cadre-là que je vais présenter un peu une partie de mon travail ici. Je pense que je vais parler 1 heure à peu près. La présentation elle sera divisée en 3 temps. D'abord, je vais essayer de réinscrire cette histoire de la guerre et des persécutions dans un temps plus long, lié aux pratiques d'identification des États, à la fois en France mais aussi en Europe, qui s'amorcent en fait au début du XXe siècle et qui commencent à surveiller, à contrôler, identifier ces familles mobiles. Dans un deuxième temps, on va plutôt parler de la guerre en tant que telle, de ce qui se passe en Allemagne mais aussi en France, et les politiques d'internement et d'assignation à résidence. Et enfin, le dernier moment de cette présentation, ça sera une focale sur l'Alsace, l'Alsace annexée, et sur essayer de comprendre comment les autorités allemandes ont mis en place une politique génocidaire au sein de ce territoire frontalier qui a été annexé. Mais à la Bavière, qui a établi ce Tiggernerbourg, et c'est l'exemple archétypal de cette nouvelle figure du policier qui n'est maintenant spécialiste des fichiers, en fait, qui est spécialiste de l'archivage, qui est spécialiste de l'identification. Et en fait, il y a un vrai savoir policier de l'identification qui va se créer à ce moment-là. En France, on a Alphonse Bertillon, qui va inaugurer des nouvelles techniques d'identification avec la dactyloscopie, avec la photographie, avec l'anthropométrie. Donc toutes ces techniques d'identification vont être mises à profit par la police pour surveiller, identifier les populations dites tziganes ou dites bohémiennes en France. Et donc dans les archives, on voit beaucoup de... Là ici par exemple, vous avez, c'est la liste des familles tziganes qui vagabondent dans l'arrondissement de Strasbourg en juillet 1904. Donc ça, c'est une collecte d'informations. Et après, les noms que vous voyez là vont être reproduits dans le Tiggernerbourg. Donc on a une centralisation progressive des informations sur les tziganes. Ça va aboutir aussi à une forte cristallisation sur la question de la frontière. C'est-à-dire qu'en fait, les États ouest européens vont commencer à surveiller de plus en plus la frontière, qui rentre, qui sort. Et la question des familles itinérantes va susciter, ça va être un enjeu, en fait, un enjeu politique, de bien les contrôler, bien les surveiller pour montrer qu'on contrôle la frontière. Là, en plus, à la fin du 19e, on est dans une situation assez conflictuelle entre France et Allemagne, avec la question du Rhin, de la frontière franco-allemande. Et on a dans les archives des cartes postales, par exemple, où on voit des policiers qui encadrent une famille dite romanichelle, voilà, Zigeunerband, donc une bande tzigane. Et ça, c'est à la frontière allemande-belge. Et on est en 1908. Donc c'est en fait une manière pour les États d'affirmer leur souveraineté sur le territoire et sur leurs frontières que de contrôler les personnes, les familles itinérantes qui y circulent. Parallèlement à ça, il y a un fort aussi, la presse, notamment le Petit Journal, va abonder d'images stéréotypées qui vont fabriquer une figure du bohémien, une figure archétypale, qui est porteur qui est criminogène, qui va être porteur de désordre dans les campagnes. Et vous voyez ici trois unes de presse où c'est toujours représenté des romanichels, des bohémiens qui amènent le désordre, qui amènent la criminalité dans les campagnes. Et vous voyez à chaque fois, dans chacune de ces unes, vous avez toujours la présence de la roulotte que vous voyez ici. Là c'est évident, elle est là. Et puis là, on la voit aussi dans l'embrasure de la porte, là, qui est toujours un peu cette image un peu sombre et un peu qui est menaçante, en fait. La roulotte va susciter beaucoup de fantasmes et donc va nécessiter en fait l'action des pouvoirs publics sur comment est-ce qu'on contrôle les roulottes, comment est-ce qu'on contrôle les personnes qui sont à l'intérieur. Et en 1908, Georges Clemenceau, qui est alors ministre du président du Conseil, va créer ce qu'on appelle, nous, les brigades du Tigre. En fait, ce sont des brigades régionales de police mobile. Et nous, un peu dans notre imaginaire, elles s'étaient chargées de combattre les criminels avec des moyens modernes. En réalité, une de leurs missions principales, c'était d'aller photographier et enregistrer les nomades sur tout le territoire français. Et vous avez ici
Une photographie voilà, de la brigade régionale de police mobile à Dijon en 1908-1909, où on les voit. Voilà, donc en fait, c'est des nouvelles figures de ces policiers hein, dont j'ai parlé, qui sont spécialistes de l'identification, qui sont en costume, spécialistes des archives. Et là, ils sont à Dijon, devant l'église, et on voit la roulotte derrière. Donc ils se montrent en train de réaliser leur travail. Et on voit clairement, voilà, ça c'est Georges Clémenceau qui écrit sur une circulaire relative aux attributions et au fonctionnement des brigades régionales de police mobile. Les brigades mobiles photographieront et identifieront, chaque fois qu'ils en auront légalement la possibilité, les vagabonds, nomades, romanichels, circulant isolément ou voyageant en troupe. Donc, il y a tout un contrôle qui s'amorce, hein, qui est un contrôle extra-légal. Il n'y a pas encore de loi qui est votée. Là, on voit bien que même les termes sont un peu flous. On utilise le terme vagabond, on utilise le terme romanichel, nomade, sans bien savoir à quoi ça correspond. Et cette série, donc là, vous avez une photographie, ça correspond à toute une série photographique qui est conservée au musée Nicéphore-Niepce. On voit, c'est comme une BD en fait, vous avez toutes les étapes de l'enregistrement d'une famille nomade qui est photographiée. Et en fait, alors on ne sait pas très bien à quelle fin elle a été créée, cette série photographique, mais les hypothèses les plus intéressantes sont qu'en fait, c'était pour enseigner la méthode à Paris. C'était pour en fait dire, voilà, on était à Dijon, on a d'abord convoqué les roulottes, pris les empreintes digitales, pris les mensurations du corps, et ensuite la photographie face profil en extérieur avec le gendarme, le policier de la brigade mobile. Et on prend ces photos pour après aller faire des cours à Paris et enseigner comment faire pour enregistrer une famille. Ces archives-là, hein, ces photographies-là, elles sont conservées à Paris, hein, aux archives nationales à Paris. Et à peu près 8000 nomades ont été photographiés hein, entre 1908 et 1909. Et donc ça, ils sont disponibles en ligne aussi, vous pouvez les consulter depuis chez vous. Et ça donne voilà, un portrait assez saisissant de ce monde du voyage, ce monde de l'itinérance, de la circulation. Beaucoup de monde circulait. Et elles ont été numérisées. Donc vous pouvez aussi aller les voir avec les noms aussi qui sont là. Donc on peut commencer à faire une histoire aussi de ces populations. Parallèlement aussi à ce contrôle des brigades mobiles et à cet enregistrement, les parlementaires s'emparent de cette question, à peu près à la même période. Et là, on voit dans les archives, enfin dans les débats à l'Assemblée, des discours assez violents qui stigmatisent énormément ces familles itinérantes françaises qui utilisent, voilà, là je vous ai mis quelques extraits. Donc il y a Fernand David, c'est le porteur de ce projet de loi. Il dit: on reconnaît les romanichels à des signes extérieurs qui sont les suivants. Il y a d'abord un signe de race que vous connaissez comme moi. Ensuite, Marc Réville, député du Doubs et membre de la Ligue des droits de l'homme. Donc c'est assez étonnant. Tous sont des pillards et des voleurs, et malheur à la région qu'ils traversent, et surtout celle où ils séjournent. Les légumes, les potagers, les voleurs. Enfin là, on a tous les stéréotypes qui ont été relégués par la presse depuis plusieurs années, qui sont là, qui trouvent un écho à la Chambre des députés. Et j'aurais pu en prendre plein d'autres, hein, mais on est dans cette teneur-là du discours politique. Et c'est au moment où ils vont voter une loi, qui est la loi de 1912, qui est importante à connaître. Hein, je ne dis pas ça parce que c'est en fait cette loi-là qui va être essentielle pour comprendre ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. La loi de 1912, donc elle est votée dans ce contexte-là, elle va créer 3 catégories distinctes d'itinérants. Donc les marchands ambulants, eux, on les embête pas trop, ils sont français, ils ont un domicile fixe, et leur profession, elle est reconnue par l'État. Donc ils ont juste un récépissé. Les forains, ils sont de nationalité française, ils n'ont pas de résidence fixe en France, mais leur métier est reconnu. Donc il n'y a pas de problème, ils ont un carnet forain, ils sont un peu contrôlés, mais c'est pas non plus, c'est pas pour eux qu'a été créée la loi. La loi, elle a été créée pour cette 3e catégorie que sont les nomades. Et là, vous voyez, quel que soit leur pays d'origine, donc que vous soyez français ou étranger, ça ne change rien. Donc vous voyez, la nationalité n'est plus quelque chose de protecteur, donc que vous soyez français ou étranger, ça ne change rien. Et c'est ceux qui n'ont pas de domicile fixe en France et qui n'ont pas de profession reconnue. Et ça, en fait, la question de la reconnaissance de la profession, ça va être un levier ou un outil pour les préfectures pour déclarer si une personne rentre dans la catégorie nomade ou foraine. Ça va être un peu l'arbitraire du préfet ou de la personne en charge du dossier qui va dire si le métier est reconnu ou non. Donc là, en fait, on voit que c'est très flou. Hein, et en fait, ce caractère flou, il était volontaire. C'est très flou. Il y a beaucoup de préfets qui vont demander: mais qu'est-ce que vous voulez qu'on enregistre qui, en fait et qui demandent des clarifications.
Et en fait, la loi, elle a été faite exprès pour garder le flou, parce que on est en République française, on ne peut pas légiférer sur des critères de race, d'ethnie. Donc les parlementaires vont trouver une sorte de maquillage républicain ou des manières détournées pour créer une loi à visée ethnique. Et c'est très clair dans la circulaire qui est envoyée, la circulaire d'application qui est envoyée en 1913 pour faire appliquer la loi de 1912, qui est adressée à tous les préfets. Et là, il dit une définition des nomades. Donc les nomades sont généralement des roulotiers, n'ayant ni domicile, ni résidence, ni patrie. La plupart vagabonds, présentant le caractère ethnique particulier aux Romanichels, bohémiens, tziganes, gitanos. Donc vous voyez, on a une loi, véritablement une loi ethnique en France qui est votée contre cette population qui est présentée comme homogène, alors qu'en réalité, comme je l'ai dit avant, elle est très très hétérogène, très différente. Vous avez des Roms, des Sinti, des Yéniches. Voilà, c'est une mosaïque de populations qui partagent des métiers semblables parfois, qui partagent des réseaux économiques, mais qui sont quand même différents. Et donc, ils vont être essentialisés selon cette vision que projette l'État sur eux. Alors, parallèlement à ce phénomène-là, toutes les préfectures vont garder dans leurs archives des dossiers. Donc là, c'est l'état des nomades dans l'arrondissement d'Altkirch, donc là où il y avait la petite ville de Durmenach, si vous remémorez le monument en introduction. Et vous avez des carnets qui sont tenus, enfin des registres qui sont tenus, où vous avez nom, prénom, état civil. Et donc ça, paradoxalement, pour l'historien ou l'historienne, c'est aussi un peu une mine d'or, parce que vous pouvez retracer les parcours de ces familles. Vous avez leur nom, leur prénom, vous pouvez voir d'où ils venaient, quel était leur métier. Donc en fait, le contrôle est créateur d'archives et créateur de sources, et dans lequel l'historien, l'historienne peut s'en emparer pour écrire une histoire incarnée de ces familles. Les préfectures conservent aussi des notices anthropométriques, donc avec photographie de face profil, les empreintes digitales, le nom, le prénom. Et ça, il y a un double qui est envoyé à Paris pour alimenter un fichier central. Donc c'est tout ça pour dire que c'est aussi un moment où l'État se dote d'outils de plus en plus perfectionnés pour contrôler une partie de sa population. Puisqu'auparavant, je ne l'ai pas dit, mais là c'est la première fois qu'on utilise des méthodes, qu'on utilise par exemple la photographie face profil pour une population civile, élargie à une population civile. Avant, c'était réservé aux récidivistes ou aux prisonniers et aux bagnards qu'on utilisait ces méthodes. Mais là, pour la première fois, on utilise la photographie à grande échelle dans les buts d'identification. Donc vous avez ça qui est conservé, et les nomades, donc ceux qui sont catégorisés comme nomades, doivent avoir un carnet anthropométrique. Ce carnet anthropométrique, il est constitué de plusieurs parties. Donc la principale, c'est le photographie face profil, les empreintes digitales, l'état civil et tout, ça normal, on a déjà dit. Mais la seconde partie de ce carnet est remplie de visas sur 300 pages. Et en fait, ces nomades devaient faire tamponner leur visa à chaque commune qu'ils traversaient, où ils séjournaient. Donc en fait, ça instaure un régime de traçabilité de l'État pour les autorités préfectorales, pour la police, de contrôle des mobilités. Et en fait, les peines étaient très lourdes. Si vous aviez un défaut de visa, pas le bon tampon, ou que vous n'aviez pas votre carnet, c'était des peines qui pouvaient aller jusqu'à 3 mois de prison. Donc c'était très très... il y avait un régime pénal très coercitif. Et qui distingue aussi surtout, qui les distingue du reste de la population civile. Donc on les discrimine déjà à ce moment-là. Également aussi un document qui est important, qui va être créé par la loi de 1912, c'est le carnet familial, carnet collectif, pardon, qui est un peu l'ancêtre du livret de famille, mais c'est un carnet collectif où sont notés les enfants de 2 à 13 ans, parce qu'à 13 ans vous deviez avoir votre propre carnet anthropométrique, donc vous sortiez de carnet collectif, mais ce qui est intéressant de noter là, c'est que en fait ça va instaurer une hérédité du statut de nomade, c'est-à-dire que si vous naissez de parents nomades, vous allez être nomade automatiquement. Donc on a une transmission de ce statut, une hérédité, et ce qui est paradoxal et ce qui est assez étonnant, c'est que en voulant combattre le nomadisme, entre guillemets, ou le vagabondage, en créant cette catégorie de nomades qui souhaitaient réduire le plus possible pour les expulser de France, ils vont contribuer à créer une population à l'intérieur de la société, à l'intérieur de la population française, une autre catégorie, en créant les nomades qui vont en fait en fonction des naissances, qui va se perpétuer. Et ce sont eux qui vont être l'objet de politiques de persécution pendant la guerre en France. Dernier instrument de contrôle, c'est une plaque d'immatriculation qui devait être visible sur la roulotte, pour vraiment les ostraciser ou les voir de loin,
Voilà. Donc ils étaient marqués aussi physiquement par cette plaque-là. De loin, on les voyait, donc il y avait les gardes champêtres, les gendarmes qui allaient directement à leur rencontre pour contrôler leur carnet. Donc ça, c'est pour la France. Maintenant, si on passe du côté allemand, pour dire ce qui se passe un peu en Allemagne au même moment, en Allemagne, c'est une politique qui va être, avec l'arrivée au pouvoir des nazis, va être tout de suite très généalogique et raciale. Vous avez un institut spécifique qui va être créé, qui s'appelle l'Institut d'hygiène raciale, qui est dirigé par le docteur Robert Ritter, que vous voyez ici au milieu. Et en fait, ils vont faire des enquêtes, mener des enquêtes dans les principales villes allemandes pour aller identifier les personnes, mais aussi prendre des données biologiques, donc des prises de sang, mesures crâniennes, etc., voilà, des données biologiques. Vous voyez ici sur cette photographie-là, on voit un appareil photographique, hein, donc ils documentent leur action, ils photographient les personnes, et surtout ils rassemblent toute cette documentation à Berlin, où là le but de cet institut, ça va être de créer des arbres généalogiques. Et on a des arbres généalogiques qui remontent parfois jusqu'au XVIIe siècle, qui vont être créés sur les Sinti et les Roms d'Allemagne. Voilà, ça c'est un exemple qui est conservé à Berlin. Vous voyez les ratures, les ajouts, on ajoute les enfants, on corrige certaines choses, certaines informations, pour aboutir à un inventaire racial des Sinti et Roms en Allemagne. Et ça va être essentiel après pour comprendre ce qui se passe pour le génocide, c'est-à-dire que ce sont ces arbres-là qui vont être utilisés pour mettre en place le génocide. Et là, on voit le lien aussi entre généalogie et génocide, hein, qui partagent une même partie du mot. Gens, qui est la parenté. Donc on voit que génocide et généalogie, il y a quand même des liens à faire avec ça. Et là, j'ai mis une image aussi, on les voit travailler, parce que ce sont des hommes de bureau en fait. Hein, vous les voyez travailler là, ils font leurs arbres généalogiques. Et cette définition biologique et généalogique de la catégorie de Tsigane, qui est prônée par Robert Ritter et approuvée par la direction policière nazie en décembre 1938, par Himmler lui-même. Et donc c'est cette approche-là qui va être utilisée pour mettre en place le génocide. Et il faut comprendre aussi que les persécutions en Allemagne, elles commencent bien avant la Seconde Guerre mondiale. Dès juin 1938, l'été 1938, vous avez 700 Sinti et Roms qui sont envoyés dans des camps de concentration, puisqu'ils sont considérés comme des asociaux, qui sont considérés comme des gens et des criminels en devenir. Donc ici une photographie d'une personne qui s'appelle Laurent Reinhardt, qui est né en Moselle, et qui est photographié ici au camp de Dachau. En 1938. Avant encore la Seconde Guerre mondiale, c'est avant l'invasion de la France, les Allemands, donc, ils ont déclaré la guerre à la France, mais en mai 1940, ils vont organiser une première vague de déportation dans les principales villes du Rhénan et d'Allemagne occidentale. 2500 Sinti sont arrêtés et déportés vers le gouvernement général en Pologne occupée. Et on a des photographies couleurs qui montrent et qui n'ont pas été colorisées. Hein. C'est déjà à l'époque, il y avait des policiers qui maîtrisaient cette technologie-là, ce savoir, et on voit aussi l'importance que ça avait pour les Allemands de photographier cet événement, qui ça devait de joindre un rapport de police après. Mais on voit qu'ils utilisent aussi toutes les techniques modernes de la photographie pour documenter leur action. Donc on voit, voilà, avant l'entrée en guerre, entre guillemets, du côté allemand, il y a déjà une politique de déportation qui a été mise en place, qui est ciblée, certes, mais qui déporte des familles entières, notamment des familles alsaciennes, hein, parfois qui vivaient à Karlsruhe ou à Fribourg, et qui sont déportées dans ce cadre-là. Donc voilà un peu pour le portrait général de ce qui se passe du côté allemand. On va en reparler, si on a le temps, un petit peu dans la troisième partie de cette présentation. Là maintenant, je voulais vraiment parler de ce qui se passe en France. Donc en France, directement après l'entrée en guerre de septembre 1939. Hein, donc vous avez compris, les nomades sont déjà repérés, sont déjà identifiés, sont déjà contrôlés dans l'entre-deux-guerres. Hein. Il y a déjà ce régime des nomades qui est mis en place, donc toutes les préfectures l'appliquent, et ils savent où vivent les nomades, où les contrôler. Et la Troisième République, donc le 6 avril 1940, donc avant l'armistice, hein, et avant la mise en place du régime de Vichy,
va décider d'interdire la circulation des nomades sur le territoire métropolitain, ce qui équivaut, en fait, c'est de l'assignation à résidence. Donc en fait, les nomades vont être interdits de circuler dans certaines localités, on va les répartir dans les départements, et on va leur interdire toute forme de circulation, et vous comprenez bien que pour eux, c'était compliqué, vu que leur métier, leur revenu était fondé sur l'itinérance, sur le commerce, la mobilité, bah, ils vont s'appauvrir énormément. Et ils vont faire aussi l'objet de l'hostilité des riverains. Là, ici, par exemple, c'est une pétition dans les Pyrénées-Orientales, où les habitants s'opposent à la présence des familles nomades sur le territoire de leur commune. Donc vous voyez, quasiment toute la commune a signé. Donc on voit l'hostilité des nomades dans toute la... Ça, j'aurais pu en prendre d'autres, il y en a plein. Mais c'est intéressant aussi de voir que c'est pas quelque chose qui était seulement la police, l'État l'a fait, c'est-à-dire que c'était aussi partagé par l'ensemble de la population civile. Et en français, leur internement se poursuit jusqu'en 1946. Comme on l'a dit, hein, le Vichy est autonome dans sa politique de persécution. En zone non occupée, bien sûr. En zone non occupée, évidemment, c'est les Allemands qui impulsent la politique. Les nomades sont internés en famille, on observe des séparations familiales, une volonté de couper le lien entre enfants et parents. Il y a des enfants qui sont placés de manière forcée dans des structures religieuses parfois. Et on assiste à une mortalité élevée dans les camps. Hein. Je l'avais dit tout à l'heure, l'hiver 40-41 au camp d'Argelès, c'est terrible. On a 23 décès qui sont enregistrés à l'hôpital du camp sur une population de près de 400 personnes. Mais en fait, c'est très difficile de savoir le nombre exact parce que parfois, la mortalité, les personnes décédées n'étaient pas enregistrées dans la comptabilité du camp, mais dans celle de l'hôpital à côté. Donc il y a des stratégies de masquer les réelles causes du décès. Et encore aujourd'hui, on n'a pas de liste totale des personnes internées, des personnes décédées. C'est encore quelque chose qui est très difficile à réaliser. Voilà, pour vous dire qu'on est quand même aussi... il y a des choses qui ont été faites, bien sûr, notamment le travail de Marie-Christine Hubert qui a fait une thèse sur le sujet dans les années 90 dans un contexte où il n'y avait rien comme production historiographique. Mais que même aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien il y avait de personnes, et la question des spoliations, on ne sait pas trop, on a des cas d'études, mais on ne sait pas. Vous pouvez dire, il y a beaucoup de zones d'ombre. Par exemple, sur le camp de Salier, il n'y a même pas un article ou il y a un truc qui avait été écrit, un texte qui avait été écrit dans les années 80, mais c'est pas avec les archives qu'on a aujourd'hui, donc ça manque de renouvellement un petit peu. Et sur le camp de Salier, qui est quand même très important, il n'y a pas grand-chose. Donc voilà pour la politique française. S'il y a des questions, et si je suis allé trop vite sur certaines choses, on pourra revenir dessus. Mais là, je voulais faire une petite focale sur ce qui se passe en Alsace et sur comment concrètement se met en place un génocide dans un territoire annexé. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'Alsace et la Moselle sont annexés au Reich allemand. Vous voyez ici, la ville de Strasbourg est là. Donc, ils font partie intégrante du Reich allemand, et ils vont alors, à l'été 1940, ils vont expulser beaucoup de ce qu'ils appellent les éléments hostiles, donc beaucoup de familles juives, de francophiles, de religieux parfois, et évidemment des personnes qu'ils considèrent comme tziganes. Ils font un nettoyage, avec plein de guillemets, de l'Alsace, et donc ce sont ces gens-là après qui vont se retrouver au camp d'Argelès puis de Rivesaltes. Donc ils sont expulsés par les Allemands. Mais à partir de 1941, l'Alsace est considérée comme un territoire pouvant faire partie du Reich, donc on installe un service de police criminelle à Strasbourg. Donc ici, vous l'avez là, pour ceux qui connaissent un peu l'Alsace, c'est Quai Kellermann, qui connaissent un peu Strasbourg. C'est l'ancien siège de la police criminelle de Strasbourg. Donc c'est là que vont s'installer des policiers allemands qui sont imprégnés par l'imaginaire et la science raciale nazie. Et qui viennent de Karlsruhe en majorité. C'est-à-dire que ce sont des policiers de Karlsruhe qui, si vous vous souvenez, ont participé déjà à une politique de déportation en mai 40. Là, je ne sais pas si... Mais en tout cas, ils ont déjà mis en œuvre des politiques de persécution, ils ont déjà déporté des familles, ils savent comment ça fonctionne. Et ils sont imprégnés par une idéologie policière qui a été façonnée par une personne qui s'appelle Paul Werner, que vous voyez ici. Une idéologie policière qui a inspiré de l'hygiénisme racial et de la biologie criminelle.
c'est Paul Werner qui va mettre en place cette politique-là. Il vient de Karlsruhe, vous voyez, toujours Karlsruhe qui est un peu une ville importante là-dessus. Et il était chef de la police criminelle du Pays de Bade de 1933 à 1937, et puis après il est nommé à Berlin au RKPA, qui est une institution, qui est l'organe central de la police criminelle, qui chapeaute en fait toutes les polices. C'est lui qui est le père du concept de la lutte préventive contre la criminalité. Il est très attentif aux travaux scientifiques de l'Institut du Kaiser Wilhelm d'anthropologie et aussi de Robert Ritter. C'est-à-dire qu'il est très proche de Robert Ritter, il est très intéressé par les travaux qu'il mène, les recensements qu'il fait dans les villes allemandes sur voilà, comment la construction biologique et héréditaire de cette catégorie de tziganes. Donc c'est lui qui va un peu porter cette idée de, vous voyez bien, lutte préventive contre la criminalité, c'est-à-dire que vous allez être persécuté non pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous êtes. Donc c'est dans cet imaginaire-là, dans ce champ idéologique-là, que se placent les policiers qui sont déployés à Strasbourg. Et vous avez, je vous mets juste quelques biographies qui sont inspirées de mes recherches. Donc il y a un département qui est consacré à la lutte contre les tziganes, et vous avez un policier qui vient de Berlin, qui est consacré, vous vous souvenez, un des premiers policiers que je vous avais montré, Dillmann, spécialiste de l'archivage policier, spécialiste de l'identification, bah c'est pas la même, mais il s'inspire de cette figure-là, un homme de bureau, un homme de dossier, un homme de fichier. Karl Mayer, vous avez une photographie en haut là-haut, lui c'est quelqu'un de plus, c'est l'expert tzigane, il connaît bien la région alsacienne, il connaît bien Karlsruhe, il sait comment ça fonctionne, il est spécialiste voilà, spécifiquement des questions de tziganes. Il est connecté avec l'Institut général de Robert Ritter. Et enfin, Alphonse Turing, et lui il est très intéressant, c'est un Alsacien qui va être un des seuls à avoir un grade aussi élevé dans la police criminelle, à être à la tête d'un bureau. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un Français, donc, qui a fait sa carrière policière en France. Et en 1940, il va collaborer avec l'occupant. Et surtout, il était chef de la 17e brigade régionale de police mobile dans les années 20 et dans les années 30. Et vous vous souvenez, les brigades police mobile, c'est ceux qui étaient chargés de repérer, de recenser, de photographier tous les nomades présents en Alsace. Donc lui, il connaît très bien du coup où sont les nomades, où est-ce qu'ils habitent, comment les surveiller, etc. Donc il va mettre à disposition son savoir-faire, sa connaissance du terrain au service d'une politique de persécution mise en place par les Allemands. Donc ça, je l'ai déjà dit, donc je passe, mais c'est une autre photographie de cette déportation de mai 40 pour vous dire que les policiers de Strasbourg ont déjà eu une expérience de mise en place d'une politique de déportation quand ils arrivent à Strasbourg, et ils vont importer leur manière de faire, c'est-à-dire qu'ils sont au courant de ce que font les Français, mais ils disent quand même nous c'est plus sérieux, il faut qu'on fasse à notre manière. Et ils vont utiliser un recensement qui s'appelle le formulaire RKP 172, qui est un recensement pour les tziganes qui avait été utilisé à la fin des années 30 en Allemagne pour organiser la persécution, la déportation ou l'incarcération. Donc c'est un formulaire spécifique pour les populations dites tziganes qui va être utilisé à partir de juin 1942. On va demander un recensement. Et en fait là, c'est là où il y a un tournant aussi, c'est-à-dire qu'on est dans une politique de recensement et d'immobilisation. C'est-à-dire que la police va arrêter les personnes, prendre leur état civil et leur dire vous ne bougez plus, jusqu'à ce qu'on ait pris une décision à votre sujet. C'est un tournant parce que là, il y a à peu près, là vous avez un exemple d'une fiche qui est conservée aux archives d'Alsace à Strasbourg, et vous avez le terme Tzig-Erfassung, ça veut dire recensement de tziganes. Et cette femme, Marie-Louise Blum, elle a été arrêtée à Haguenau en 1943, photographiée, et on a ça veut dire qu'elle a fait l'objet d'un dossier qui a aujourd'hui disparu malheureusement, on n'a que cette trace-là dans les archives. Mais cette Maria-Louise Blum, on retrouve son nom dans le registre d'entrée du camp des femmes, enfin registre d'entrée des femmes, pardon, du camp d'Auschwitz-Birkenau, son nom est là, j'ai mis l'info en rouge ici, donc on a un lien entre une arrestation à Strasbourg et un nom à Birkenau. Donc on voit déjà le lien entre Strasbourg et Birkenau, qu'est-ce qui s'est passé, ça c'était un peu un des fils rouges de ma recherche, et de comprendre comment est-ce qu'une personne arrêtée en 1943 à Strasbourg, son nom puisse être sur le registre du camp. Pour ça, il faut mobiliser les archives d'Arolsen. Je ne sais pas si peut-être vous connaissez les Arolsen archives. C'est un lieu qui a été créé en Allemagne à la fin de la guerre, dans cette ville de Bad Arolsen, où les autorités allemandes, pardon pas allemandes, mais les autorités alliées et soviétiques ont collaboré, ont mis ensemble leurs archives, les archives qu'elles avaient découvertes des camps de concentration ou des prisons. Et en fait, c'était un institut qui était chargé de retrouver les personnes disparues.
pour qu'on puisse après déjà faire le deuil, savoir qu'est-ce qui est arrivé à notre parent, et aussi pour pouvoir émettre un certificat de décès, savoir que la personne est officiellement décédée par exemple, vous voyez, faire les démarches après, de succession, etc. Et donc c'était important de savoir qui étaient devenues ces personnes. Et en fait, aux archives d'Arolsen, on a une numérisation des certificats de décès du camp d'Auschwitz. Et vous voyez, Maria-Louise Blum, on voit son adresse, Strasbourg, route de Cronenbourg. Et on a son décès, mais on a une adresse qui pointe un lieu particulier. Un événement, et c'est pour moi un peu aussi ce qui fonde qu'est-ce qu'une politique génocidaire, c'est quand il y a aussi une logique de sélection. C'est-à-dire que dans ce recensement organisé par les autorités policières allemandes à Strasbourg, il y a 105 personnes qui ont été recensées. Or, il n'y en a que 61 qui sont effectivement déportées à Auschwitz. Donc moi, ma question, c'était pourquoi il y en a qui sont déportés et pourquoi il n'y en a pas. C'est un peu ça qui était je comprenais pas, de savoir comment est-ce que la police a opéré les sélections. Alors j'ai projeté les lieux de naissance enregistrés sur une carte, et on voit là en noir, c'est ceux qui sont déportés, et en rouge et en orange, pardon, c'est ceux qui ne sont pas déportés. Donc on voit déjà un truc, on pourrait se dire, ah, c'est peut-être la nationalité qui a joué. Bon, on se dit, c'est peut-être ils ont voulu d'abord déporter les Allemands, et ceux qui n'étaient pas allemands ou qui étaient nés en Alsace, bah, ils ne sont pas été déportés. En fait, c'est un peu plus compliqué. Là, il faut faire appel aux archives de l'Institut Génracial, dont on a déjà parlé, qui est à Berlin, donc qui a fait ses enquêtes, qui a été créé en 1936, qui est dirigé par Ritter, qui a fait ses enquêtes à Karlsruhe, Fribourg, dans plein de villes allemandes, et qui a fait ses arbres généalogiques à n'en plus finir. Enfin, c'est vraiment, ils sont très très longs, très très hauts. Enfin, voilà, c'était la mission première de cet institut, c'était de faire des arbres généalogiques. Et en fait, donc ça je vais passer là-dessus. Donc là, un membre de la famille Gerst que vous voyez ici, qui est arrêté à Strasbourg en 1943, et je retrouve son nom dans les archives à Berlin. Ici, dans un arbre généalogique, on voit toute la famille Gerst ici qui est arrêtée. Et en fait, cette famille-là, elle avait été préalablement identifiée dans une ville allemande à Mayence en février 1938. Donc là, on touche du doigt un peu comment est-ce que les Allemands ont opéré. C'est-à-dire que pour l'ensemble, ce que j'ai remarqué, c'est que pour l'ensemble des déportés du convoi de Strasbourg, chaque individu avait préalablement été identifié par le RHF et le nom figurait dans les arbres généalogiques. Donc on voit que ça fait plus de sens maintenant, cette carte. On voit que, en fait, ceux qui n'ont pas été déportés, c'est les personnes pour lesquelles les Allemands n'avaient pas encore établi de lien généalogique. Alors que pour les autres, ils savaient très bien d'où ils venaient, ils connaissaient leur ascendance, ils connaissaient leur généalogie, ils connaissaient leur parenté. Et c'est ça qui était important pour les Allemands. C'était qui sont tes parents ? Et qui sont tes parents, et donc quelle est ta biologie, quel est ton profil racial. C'était ça en fait qui comptait le plus. C'était pas si tu circules en roulotte ou si tu as un métier itinérant. C'était vraiment d'où tu viens et qui sont tes parents. Donc voilà, si on remet un peu dans le sens de... Et puis je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 16h. Donc en été 42, il y a le début d'un recensement. Les données sont transmises à Berlin. Berlin, donc l'Institut Génracial, regarde dans ses archives qui elle a, qui elle n'a pas. Elle renvoie les données, les résultats de ses recherches dans ses arbres généalogiques à Strasbourg. Et ensuite, la police criminelle peut mettre en place cette arrestation et met en place ce convoi de déportation. Bon, ça, je vais passer, c'est juste pour faire une trajectoire un peu individuelle, mais je n'ai pas le temps, et puis c'est peut-être plus intéressant si vous avez des questions pour approfondir. Juste pour dire que ça, c'est une photographie de l'hôpital militaire de Cronenbourg, et c'était en fait l'adresse qu'il y avait sur le certificat de décès de la femme. Il n'existe plus aujourd'hui, c'est un jardin, il n'y a pas de plaque, il n'y a rien du tout. Mais en fait, ce que j'avais remarqué, c'était que tous les nomades, tous les Sinti qui ont été déportés, avaient tous la même adresse. Et en fait, ce qui montre qu'ils ont été rassemblés ici, comme un sorte de camp de lieu de transit. Et on voit l'hôpital militaire, vous voyez, il y a des barbelés, c'est facile à garder, c'est facile à sécuriser, c'est à l'extérieur de la ville. Et donc, une hypothèse de ma recherche, c'est de considérer ce lieu-là comme un lieu de pré-déportation, quoi. Voilà, et là j'avance parce que voilà, mais juste pour vous dire, une dernière chose pour vous dire en quoi c'est important aujourd'hui et comment cette pensée-là de la généalogie, de l'hérédité des comportements criminels, elle irrigue encore aujourd'hui la pensée policière. C'est en 2010, le journal Le Monde révèle l'existence d'un fichier ethnique
au sein de la gendarmerie française, le fichier MENS pour minorités ethniques non sédentarisées. Donc c'est un fichier qui est tenu secret, qui est utilisé par la gendarmerie, et l'enquête du Monde révèle des rapports assez terrifiants, et quand on voit l'histoire et on voit toute la généalogie, enfin toute l'histoire de Paul Werner qui parlait de criminels nés, d'environnement généalogique et tout. Donc dans une note qui est utilisée par cet office central, hein, qui est à l'origine de ce fichier MENS, ce qu'elle écrit, c'est l'environnement généalogique effectué par l'OCLDI, donc l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante, à partir des procédures de renseignement recueillis, ainsi que la consultation de notre base documentaire de données du fichier MENS, permet d'indiquer que certains individus suspectés appartiennent à la communauté française des gens du voyage, se connaissent soit par des liens familiaux, soit par relations criminelles d'habitude. Là, vous voyez, déjà, l'environnement généalogique, ça pose question, et relations criminelles d'habitude, ça montre cette idée un peu du criminel né qui est toujours... et voilà, en 2010, c'était assez hallucinant de voir encore écrit ça et de montrer que, pour le coup, ça n'a pas été une rupture. En fait, on continue d'être dans un schéma de pensée qui les assimile à des criminels depuis la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui. Alors là, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et puis, s'il y a des questions, voilà, n'hésitez pas. On est là pour discuter. Et je pense qu'on a encore une bonne vingtaine de minutes pour échanger s'il y a des questions. Je vous remercie.